Alors, je veux vous dire deux mots sur Lise Gervais, que j'aime depuis longtemps. C'est la coordonnatrice du développement et de la liaison à Relais Femmes, qui est un groupe, vous le savez, qui agit vraiment comme une interface autour de plusieurs univers, celui de la recherche des groupes de femmes communautaires, des organisations syndicales et publiques. Au fond, c'est une plaque tournante. C'est une travailleuse sociale de formation. Elle est, depuis les années 70, au cœur du milieu associatif au Québec. Depuis une vingtaine d'années, elle a travaillé et a été associée à diverses recherches qui nous ont appris des tonnes de choses sur l'amélioration de notre condition de vie et de travail et de l'accès à l'égalité. Son nouveau dada, c'est l'ADS, et je pense qu'on ne pouvait pas trouver quelqu'un de mieux qu'elle pour nous dire exactement jusqu'à quel point nous devons bien en comprendre les rouages pour être capables de l'utiliser à bon escient dans nos organisations, dans la société civile et faire les pressions nécessaires ailleurs pour que ça avance. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'accueillir Madame Lise Gervais. Merci, merci. Effectivement, la barre est très haute après avoir entendu nos trois panélistes très inspirantes et Ariane aussi. Donc, il y a une partie de ce que j'avais préparé qui va un peu jouer. Et honnêtement, j'étais très anxieuse de ma présentation en me disant, dans la salle, il y a les filles qui sont les expertes de l'analyse différenciée selon les sexes dans leur milieu respectif. Qu'est-ce que moi, je suis capable d'aller vous raconter de plus? Mais j'avais dit oui. Fait que là, je peux pas m'en aller. Mais ça m'a quand même assez angoissée pour que je change un peu ma présentation. Ce qui fait que le PowerPoint que vous avez, en fait, le matériel est sensiblement le même, mais il y a une inversion. Donc, je vais vous demander de me suivre plus sur les tableaux que ce qu'il y a sur les papiers. En fait, il n'y a pas beaucoup de changements. Et je vais vous proposer une façon de fonctionner avec une présentation générale de ce que c'est l'ADS, l'analyse différenciée selon les sexes. Après, on pourrait prendre quelques minutes de questions parce que c'est une présentation plus factuelle, je dirais, pour qu'après on puisse regarder les enjeux de l'ADS au Québec et particulièrement comment ça s'est évolué, ça s'est transformé, ça a bougé depuis 1995, moment où le gouvernement du Québec a pris des engagements en analyse différenciée selon les sexes. Merci de votre compréhension. Donc, dans un premier temps, j'aime toujours rappeler que bien que je travaille sur cette question depuis plusieurs années, j'ai mes sources d'inspiration et je trouve important de remettre à Césarine ce qui appartient à Césarine. Donc, le matériel et nos réflexions à Relais Femmes s'appuient sur du travail qui a été développé dans le cadre du protocole UQAM Relais Femmes avec 7-8 professeurs qui ont travaillé avec les groupes de femmes pour essayer de se faire une tête sur l'analyse différenciée selon les sexes. Donc, c'est essentiel. Ces chercheurs-là, ces professeurs-là étaient associés à l'IREF, l'Institut de recherche en études féministes de l'UQAM. Il y a deux tables de concertation du mouvement des femmes, une en Mauricie et l'autre dans le centre du Québec, qui ont développé un outil. D'ailleurs, je vous invite, si vous avez envie d'aller vous plonger dedans, ça s'appelle la déesse de l'ADS. Donc, elle est très cute d'ailleurs. Elle est absolument magnifique. Et elle a de grosses lunettes. On va revenir sur ces grosses lunettes. Donc, qui ont développé des outils très concrets d'application. Et ça vaut vraiment la peine d'aller se plonger dans ce matériel-là. Le secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec a depuis des années travaillé cette question-là.
avec des hauts et des bas, tout dépendant des moyens et des mandats qu'il y avait, mais il y a de l'expertise là, il y a eu des formations développées, ça a été important dans notre compréhension et dans le travail sur l'ADS. Et l'ACOSI, l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, qui eux autres ont fait le lien ADS et femmes et développement, donc l'idée d'un développement international, parce que ça a été beaucoup poussé par les ONG, qui tiennent en compte de la réalité des femmes et qui accentuent pas l'exploitation et les discriminations envers les femmes. Donc, toutes ces sources-là sont présentes dans nos réflexions à Relais Femmes, mais aussi dans la présentation. Et concrètement, Relais, on a accompagné des projets d'intégration de l'ADS dans des pratiques et ces projets-là dans des recherches, des réflexions et des actions concrètes. Et c'est aussi important dans le travail, en fait, dans nos réflexions. Bon, voilà pour Césarine. Évidemment, je ne prendrai pas du temps là-dessus parce que ça a été bien fait par Ariane et par nos 3 panélistes. Et vous? Quand je parle des grandes lunettes, des grosses lunettes de l'ADS, c'est qu'on dit souvent que l'ADS, c'est une paire de lunettes. Mais de militer pour l'égalité, de faire en sorte qu'on débusque les sources d'inégalité, les écarts entre les réalités que vivent les hommes et les femmes, c'est la source même de votre travail dans les comités de conditions féminines, dans le travail de mobilisation qui se fait pour faire avancer les dossiers. Il n'y aurait jamais eu de loi et de revendications sur l'équité salariale s'il n'y avait pas eu une lunette qui nous permettait de dire c'est pas normal que les femmes gagnent moins que les hommes. C'est pas normal, c'est pas naturel que les femmes se ramassent dans tel type d'emploi et pas dans tel autre. Donc, ce genre de lunettes-là, c'est le minimum, c'est le démarrage de ce que ça nous prend pour faire de l'analyse différenciée selon les sexes. Et à ce titre-là, je pense que vous en avez toute une paire avec vous parce que vous êtes engagés dans ce travail-là. Donc, on va revenir sur ces repères-là plus tard. Donc, on va commencer par une définition. Donc, qu'est-ce que c'est l'ADS? C'est le bout de place. En fait, une des choses que je me disais quand j'écoutais les filles tantôt, c'est de dire il faut réussir à faire en sorte que le féminisme soit sexy. Redevienne sexy. Parce qu'il a déjà été. Oui. On voulait être proche des féministes parce qu'elles avaient de la drive, elles étaient proposeuses, elles avaient... Bon, l'analyse différenciée selon les sexes... C'est moins sexy. Peut-être que c'est un petit peu moins sexy, mais techniquement, c'est quand même un bon levier pour faire porter des revendications. C'est pour ça que je pense que c'est le petit passage obligé, définition. Donc, l'ADS, c'est un processus dont la particularité est de prendre constamment en compte lors de la mise en place d'une initiative, d'un projet, d'une politique, d'un budget, on va le voir cet après-midi. Donc, lors de la mise en place d'une initiative, les différentes réalités que vivent les femmes, que vivent les hommes, et ces réalités-là, en fonction de leur expérience particulière et de l'influence et de leurs rôles sociaux. Donc, on reconnaît qu'il y a des différences, non pas créées par la biologie. À certains moments, oui, là, toute la question de la maternité, ça reste une condition essentielle qui explique des différences et des réalités distinctes. Mais c'est aussi beaucoup à cause de la socialisation et comment la société s'est développée. Par exemple, comment ça se fait qu'on considère que tel métier est moins important et a besoin d'être moins rémunéré qu'un tel autre métier? C'est une représentation sociale
Et comme par hasard, on peut facilement voir que certains métiers qui ont une représentation sociale associée, hein, on dit c'est des métiers féminins, puis il y a des métiers masculins. Et qu'est-ce qu'il y a comme différence entre les deux? Le salaire. Le salaire. Entre autres. Je vais vous raconter une anecdote qui pour moi est importante, puis je vais vous la replacer au cours de la présentation. Je vais vous parler d'un de mes cousins, hein, des familles nombreuses. Bon, l'âge que j'ai, il y avait encore beaucoup d'enfants dans les familles. On a toujours un ou deux, ou des fois plusieurs moutons noirs. Moi, j'étais la féministe, mais mon cousin, c'était le bandit. Un vrai. Et ben, en vieillissant, on finit par on se perd de vue. Lui, il a fait beaucoup de pénitenciers. Moi, j'ai fait beaucoup de manifestations c'est deux parcours très différents. Mais on s'est retrouvés au hasard de la mort d'un oncle, soit la mortuaire, une rencontre classique de famille. Et finalement, mon cousin me raconte un peu son parcours. 15 ans de pénitencier, ce qui est quand même pas rien. C'est pas rien. Ça lui avait permis de à peu près apprendre à écrire parce qu'il était complètement analphabète. Ça lui a permis aussi de se ramasser avec quelques tatous placés à des endroits un peu particuliers, pas nécessairement très avenants. Et il me raconte que finalement, je lui ai demandé qu'est-ce que tu as sorti. Bon, il a arrêté de consommer aussi, ce qui était une bonne affaire pour la suite de sa vie. Et il me racontait, je lui posais la question, mais qu'est-ce que tu as fait après? On sait que c'est dur sortir de pénitentiaire. Et il m'a dit, j'ai eu de la chance. Mon cousin a 43 ans au moment de la rencontre. J'ai eu de la chance. Je travaille dans la construction. Je conduis des boules. Et il me raconte qu'avec le temps supplémentaire, il se ramasse entre 80 et 90 000 $ par année. Et là, je me suis mis à imaginer une femme, 45 ans, 42 ans, même sortant de pénitencier après 15 ans, avec des tatous, placés pas très alphabétisés. Et là, je me suis imaginé où cette femme-là pourrait aspirer travailler. Et là c'était le grand écart entre la discrimination systémique et systématique sur le marché de l'emploi. Donc, cette idée de différence, il faut avoir cette lunette-là, elle n'est pas biologique. Je reprends mes deux exemples. Il n'y a pas d'enfants dans le décor, des hommes. C'est social qui fait en sorte que madame à 42 ans ne trouvera pas de marché de l'emploi ou sinon, qu'est-ce qu'elle va avoir? Vendeuse dans des magasins, 7 jours par semaine, le soir, les fins de semaine, pas d'assurance, pas de fonds de retraite. Bon, on voit facilement l'espèce d'écart. Donc, quand on dit ADS, on ne dit pas que c'est naturel. On prend acte des différences causées par la société que certaines nomment patriarcale, que je nomme moi-même patriarcale. Je suis de la génération du patriarcat. Mais donc, cette société qui distingue les métiers d'hommes, les métiers de femmes, les rôles des uns et les rôles des autres, et comme par hasard, ça maintient les femmes dans des positions de faible revenu, métiers difficiles, peu d'avantages sociaux. Donc, cette définition-là, ça implique qu'on se pose certaines questions. Est-ce que la situation est la même pour les hommes et pour les femmes? Est-ce que les impacts de ce que l'on fait vont être les mêmes pour les hommes et pour les femmes?
Daniel, tantôt, nous parlait d'une collaboration qu'on a eue autour d'une recherche qu'on a commandée à l'IRIS sur l'effet de l'austérité, des mesures d'austérité sur les femmes. En fait, on a demandé à l'IRIS de faire une analyse différenciée sur les mesures d'austérité sur les femmes. Donc, évidemment, pour voir sur les femmes, il fallait nécessairement regarder si elles étaient les mêmes sur les hommes. Donc, ça nous permettrait normalement de faire d'autres choix politiques. On va revenir un peu plus tard sur... Donc, il faut toujours se poser ces questions-là. Et est-ce que le projet qu'on essaie de mettre de l'avant, est-ce qu'il y a le même effet favorable pour les hommes et pour les femmes? Un des exemples que le Conseil du statut de la femme a questionné dans un de ses avis, c'était le plan Nord. Absolument. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc, le gouvernement Charest, à l'époque, dépose son plan Nord et les groupes de femmes avaient questionné ce plan Nord-là en disant il va y avoir des effets pervers importants pour les femmes s'il y a une application comme telle de ce plan Nord-là. Et le Conseil du statut de la femme a fait une recherche sur cette question-là pour voir que finalement, le plan Nord était très favorable pour les hommes et très défavorable pour les femmes, compte tenu, pas parce que les femmes sont ci ou pas, compte tenu du marché de l'emploi, compte tenu de la ségrégation du marché de l'emploi qui fait en sorte que les femmes sont dans certains métiers et les hommes sont dans d'autres. Le plan Nord favorisait l'investissement dans certains métiers et pas dans d'autres, ce qui fait que la fille qui travaille dans la vente au détail va continuer à être payée au salaire minimum, mais son loyer, grâce au plan Nord, à l'augmentation et au développement, va augmenter de façon vertigineuse, ce qui fait qu'on s'est ramassé dans des situations dramatiques pour de nombreuses femmes qui, elles, on développait le Nord, mais on ne développait pas tout le Nord. Donc, je suis sûre que vous voyez ce qu'on entend par ça. Donc, à quoi ça nous sert l'ADS? Ça raffine la connaissance des réalités vécues par les femmes et par les hommes, et ça met en lumière les différences. Peut-être juste anecdote, le Canada, lui, parle d'ACS, d'analyse comparative selon les hommes. Donc, au Québec, on distingue, c'est peut-être un petit relent d'envie de séparation, on sépare, et au Canada, on compare. Mais quand on fait de l'analyse de genre, on peut dire qu'on doit faire les deux, à la fois distinguer qu'est-ce qui n'est pas pareil, mais aussi qu'est-ce qui est pareil. Mais donc, je trouvais que c'est rigolo quand même, ces deux façons de nommer la chose. L'égalité, ça ne signifie pas que les hommes et les femmes sont pareils. Ça a déjà été mentionné ce matin, on va passer. La prohibition de toute discrimination dans la mise en œuvre d'une initiative de décideur. En fait, l'ADS, c'est se dire on peut prévoir des effets pervers qui amènent des discriminations ou des inconvénients, notamment et particulièrement pour les femmes. L'exemple du plan Nord là-dessus est éloquent. Si le gouvernement du Québec avait appliqué ses propres politiques, il n'aurait pas pu faire un plan Nord comme il a fait à cette époque. Dans la très grande majorité des problématiques, que ce soit dans les domaines d'économie, de santé, de transport, les inégalités identifiées touchent les femmes. Surtout, évidemment, pour les raisons que je disais tantôt, c'est que c'est des discriminations qui sont systémiques. Par contre, il est curieux quand même de constater que lorsque les chiffres s'inversent, que lorsqu'on pointe par des données genrées des écarts qui défavoriseraient les garçons ou les hommes, ça devient vite un drame national auquel il faut absolument s'attaquer. Et tantôt, je vous parlerai d'un de mes dadas à ce propos. Certaines d'entre vous me connaissent sur cette question. On s'en doute.
la division sexuelle de la société, la division sexuelle du travail, maintient les discriminations. Elle défavorise les femmes lorsqu'elles veulent se réaliser en dehors de leur rôle traditionnel et elle nuit au plein exercice de leurs droits et de leurs aspirations. Imaginons si la responsabilité des enfants avait été inversée, que ce soit la pleine responsabilité des pères plutôt que des mères. Est-ce qu'on aurait eu les mêmes problèmes de service de garde? Je suis sûre que non. La période où il n'y avait pas de place en CPE, on aurait réglé ce problème-là. S'il y avait autant d'hommes assassinés par un proche par année, ça ferait longtemps qu'on aurait une commission d'enquête sur la question. Il y a des dizaines de femmes qui sont violées, et là, sans parler des femmes autochtones, qui ont disparu pendant des années sans qu'on en fasse un drame. Donc là-dessus, il y a un double standard dans la société dans laquelle on est, et je pense qu'on a intérêt, et l'ADS là-dessus est un outil, à le démasquer, à rendre visibles ces autres écarts, mais ça ne règle pas, parce que ça ne règle pas la volonté qui va venir avec, et ça, c'est plus un rapport politique que vous avez très bien identifié tantôt et que nos panélistes ont nommé. Donc, rapidement, l'ADS, ça ne veut pas dire une analyse différenciée selon les sexes, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des approches spécifiques. Au contraire, c'est quelque chose de complémentaire. Et il est vrai qu'à certains moments, c'est peut-être un des enjeux. Hein? On ne fera plus de projets spécifiques pour les femmes. On va faire quelque chose de transversal. L'analyse différenciée va nous permettre ça. Et là, on va laisser tomber le travail spécifique. Donc, au contraire, l'analyse différenciée selon les sexes devrait nous indiquer les écarts et après, l'approche spécifique nous permettre de faire des avancées, de corriger ces écarts-là. C'est une image qu'on retrouve un peu partout. Je trouvais qu'elle faisait bien pour décrire les queers, puisque en fait, c'est une image qu'on utilise pour décrire l'équité. Hein? Donc, on a la personne qui est grande, qui voit bien, et les deux autres qui sont plus petites, et en fait, une mesure d'équité va faire en sorte qu'on va combler l'écart. Pourquoi je vous montre cette image-là? C'est pour vous décrire en fait, vous illustrer un débat qui a été très présent dans le mouvement des femmes au moment où est arrivée l'ADS, l'analyse différenciée selon les sexes, en 1995. Est-ce que c'est une bonne idée? En fait, et je suis sûre que tout le débat sur l'équité a vécu ce genre de débat-là, mais ça reste constant dans nos esprits. Est-ce que ce n'est pas une façon de maintenir les inégalités plutôt qu'une façon de se battre pour faire cesser complètement les différences? Bon, dans le cas présent de l'illustration, ça voudrait dire couper les jambes du plus grand, c'est pas intéressant. Mais on pourrait imaginer des mesures qui ont permis, qu'on essaie de faire en sorte que les aidants, les personnes qui assument des tâches de soutien à des proches, on va compenser par des crédits d'impôt. Mais cette compensation-là, par exemple, va maintenir, ça ne questionne pas le fait que c'est encore les femmes qui s'occupent de... Donc, je vous appelle, j'amène cette question-là parce pour nous, il nous semble qu'on doit toujours garder en tête cette double logique-là. L'équité, c'est fondamental, c'est une réponse concrète à des personnes, à des femmes concrètes qui vivent ces écarts-là. Mais comme mouvement, on doit viser au-delà à transformer ce qui cause le besoin d'équité. Donc, c'est un de mes petits éditoriaux. J'en aurai d'autres si j'ai le temps.
dans une politique. Donc, comment ça marche? Hein? Vous connaissez ça, c'est des représentations de comment on met de l'avant des projets, des politiques, des initiatives. Bon, on décrit une problématique, on analyse les données qu'on a. De cette analyse-là, on fait en sorte qu'on conçoit un plan d'action. Dans le plan d'action, on fait après de la mise en œuvre et on fait l'évaluation. L'analyse différenciée selon les sexes se situe à l'ensemble de ces étapes-là. Et là, c'est peut-être un des premiers éléments avec lesquels on a des problèmes. Décrire la problématique. Donc, est-ce qu'on décrit les réalités pour les hommes et pour les femmes? Est-ce qu'on a les données? On n'a pas toujours de bonnes données ventilées selon les sexes. Et dans l'appareil gouvernemental, il y a des ministères qui sont à la traîne, où on a des données. Je me souviens d'un rapport sur le logement. C'était fascinant. Tu avais des données au début, les hommes, les femmes, le type de... Et après, quand tu arrivais dans du qualitatif qui nous menait vers les recommandations, il n'y a plus de sexe, plus de genre. C'était disparu. Et là, donc, au début, on voyait que les femmes étaient dans les pires logements, et, souvent dans des qualités insalubres ou pas loin, tout ça. Et après, dans les recommandations, il n'y avait plus de lien avec la description du début. Donc, quand on a des données ventilées selon le sexe, ça ne nous donne pas... Il faut s'assurer de la qualité de ces données-là. Et ça, il y a encore du travail à faire. Analyser les données. Et là, vous allez m'entendre sur un de mes dadas, le décrochage scolaire. Au gouvernement, on a sorti des données ventilées. Bon, je vais faire mon préambule, comme d'habitude. Je trouve ça important, la réussite scolaire des garçons et des filles. Donc, je ne veux pas que mes propos soient interprétés comme je ne trouve pas ça important. Je veux mettre le doigt sur en fait, de notre point de vue, une dérive qui s'est passée en supposant qu'on utilisait l'analyse différenciée selon les sexes. Donc, on a des données ventilées. C'est la première étape. Mais, on a des données ventilées, mais est-ce qu'on les a analysées? Et, à notre avis, il n'y a pas eu d'analyse différenciée selon les sexes. Il y a eu une interprétation quasiment se basant sur les stéréotypes. Donc, rapidement, on est arrivé avec des que faire. Hein? L'école est trop féminine. C'est trop des femmes qui enseignent. Les gars bougent pas assez. Bon, et je dis pas que tout est faux là-dedans, mais c'était des réactions à des données. Les garçons décrochent plus que les filles et ont moins de diplomation. Quand on fouille un tout petit peu, peut-être qu'on arriverait à d'autres types de plans d'action. Et c'est pour ça que j'insiste sur l'idée des données ventilées, ce n'est pas de l'analyse. Voilà. C'est un des éléments, mais il faut creuser, faire parler, expliquer ces écarts-là. Dans le cas du décrochage scolaire, on ne l'a pas fait, cette analyse-là. On est parti et tout de suite, on dit on voulait réagir. Et c'est aussi, entre autres, pour ça que je te dis, est-ce qu'on veut réagir autant quand le problème vient des femmes? En tout cas, j'en doute. C'est mon petit côté pessimiste. Donc, dans chacune de ces éléments-là, on doit se poser la question de, par exemple, concevoir le plan d'action, on peut prendre des décisions. Dans l'application, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a des effets pervers ou pas? Il y a des exemples célèbres au Québec, la désassurance de la vasectomie. Donc, le gouvernement du Québec a décidé d'enlever la vasectomie du panier de services assurable. Et ils se sont rendus compte, je pense qu'à l'époque, ils s'attendaient, d'une part, ils voulaient récupérer des sous, mais ils devaient s'attendre à ce que ça soit rentré suffisamment dans les mœurs,
que la contraception soit prise en charge plus, en fait, mieux intégrée dans les mentalités que les hommes continueraient malgré la désassurance. Et ce qu'ils se sont rendus compte en désassurant, c'est que la vasectomie, les vasectomies ont baissé, les ligatures de trompe ont augmenté, et tout compte fait, ça coûte plus cher. Parce que une opération n'est pas du tout du même ordre que l'autre, est plus invasive, les journées de travail perdues, etc. Donc, si on était dans une logique d'analyse différenciée selon les sexes, on aurait pu dire que dans la mise en œuvre, se poser la question, est-ce qu'il va y avoir des effets pervers ou pas? Donc, est-ce que ça va nous permettre de prévoir? C'est pour ça que certains vont dire que l'analyse différenciée selon les sexes, c'est un outil de prévention des inégalités. Et dans l'évaluation, on pourrait aussi se poser la question. Dans l'application de la politique, qu'est-ce qu'on a fait? La politique visait ça, ça devait nous donner tel résultat. Finalement, ça fait ça. Est-ce que les résultats sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes? À l'époque, en 98-99, on a étudié des projets de loi, dont celui sur l'assurance emploi, et Ruth Rose, qui travaillait avec nous à l'époque, a démontré qu'une des réformes de la fin des années 90 défavorisait les femmes. Il y avait des effets négatifs très importants sur les femmes comparativement à cause de la nature du travail et de l'emploi occupé par les femmes, qui était souvent du travail atypique, pas nécessairement 35 heures par semaine, etc. Donc, l'assurance emploi, mesure qui en principe donnait l'impression d'être neutre, hein, on s'adresse à des chômeurs, mais finalement avait des impacts. Donc, quand on est dans une logique de prévention, l'analyse différenciée selon les sexes nous permet d'agir sur l'ensemble des aspects d'un projet, d'une politique, d'une initiative. En fait, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire dans nos propres organisations? Est-ce que dans un syndicat, on ne pourrait pas se poser la question, quand on met de l'avant des revendications, quand on met de l'avant notre cahier pour apporter, est-ce qu'on a des données genrées sur les... Est-ce que on les a analysées? Est-ce que l'effet de telle mesure dans la convention collective a le même effet sur les hommes et sur les femmes? Ça ouvre plein de possibles, et y compris un budget genré de nos centrales, ce qui permettrait peut-être de préserver les budgets pour les comités conditions féminines. En fait, des choses très rapides, parce que je ne rentrerai pas dans le détail de ça, c'est pas nécessairement pertinent et vous les avez dans vos notes, c'est qu'au moment de la cueillette de données, on se pose des questions, mais toujours sur quels moyens, essayer de développer nos lunettes pour s'assurer qu'on est toujours en train de regarder quels moyens concrets pour réduire les écarts. Donc, essayer de comprendre les écarts, avoir nos statistiques, est-ce que nos données sont fiables? Au niveau de l'analyse de données, faire attention, et je reviens avec mon exemple du décrochage, conjointement avec la FAE, on a mené une petite enquête pour essayer de comprendre un peu ces affaires-là. La FAE était prise avec des pressions les enseignants, c'est trop des femmes, il faut changer l'école. Donc, ils portaient une part on voulait leur faire porter une part de blâme de la situation du décrochage. Et finalement, nous, on voulait aussi comprendre, et on s'apercevait aussi qu'il y a des quartiers où les filles décrochent plus que les garçons, et ça faisait pas scandale. Donc, on se dit comment ça se fait. On voulait comprendre un peu plus ce phénomène-là. Et pour s'apercevoir, par exemple, qu'il est vrai que les garçons décrochent plus que les filles, mais que les garçons raccrochent plus que les filles. Donc, peut-être que ça nous donnait un autre type de regard sur la situation. Aussi, se rendre compte que les impacts, les effets du décrochage, de la non-obtention d'un diplôme sont beaucoup plus dramatiques pour les femmes que pour les hommes à long terme. Et après, quand tu dis, mais comment ça se fait que c'est... Et là, on se met à fouiller d'autres types d'enquêtes et là, il y a des chercheurs qui mettent le doigt sur un des grands facteurs de réussite scolaire des enfants, gars, filles, c'est la scolarité des femmes.
des mères. Donc, on se disait, il y a quelque chose, peut-être que comme société, on se trompe d'investir trop là, quand en fait, on pourrait à la fois investir, et là, je le répète, je veux pas qu'on arrête d'investir, mais faire en sorte qu'on puisse avoir une vision plus complexe de la situation, parce que la réalité, elle est complexe, et comme ça, arriver à de meilleures réponses. Mais cette réflexion-là, elle est inentendable, elle n'est pas concevable pour une partie des personnes qui sont encore sous le choc. Nos garçons décrochent. Mais quand tu leur dis, nos filles qui ont décroché vont être dans la pauvreté, ça va reproduire la pauvreté et le décrochage. Ça prend de l'énergie pour qu'il y ait du monde qui se dit, OK, on va prendre ce ballon-là, puis on va aussi le porter. Parce que tantôt, quelqu'un a presque nommé que le droit au travail pour les femmes est peut-être pas radicalement admis, mais peut-être que la réussite scolaire des filles est peut-être pas, elle aussi, radicalement admise, d'autant qu'on semble nous reprocher qu'on réussit mieux que les garçons, comme si c'était un problème. Hein, je ne sais pas si vous l'avez entendu, là, il y a trop de filles en médecine. Comment ça se fait que les filles... Ne vous inquiétez pas, chère société, malgré la meilleure réussite scolaire des femmes, malgré une plus grande obtention de diplomation, elles gagnent toujours entre 70 et 80% du salaire des hommes. Donc, le socle n'est pas très ébranlé, mais on s'aperçoit qu'il y a un traitement différencié juste dans comment on pose le problème. Donc, puisqu'on est pris avec ce problème-là, l'importance est encore plus grande de mettre du temps et de l'énergie dans la qualité de l'analyse. Concevoir un plan d'action, bien ça, c'est toujours les mêmes types de questions à se poser. Est-ce que nos actions vont viser aussi la prévention des inégalités? Est-ce qu'elles vont en créer d'autres? Les résultats, est-ce qu'ils vont être identiques qu'on vise, qu'on anticipe, vont être les mêmes pour les hommes et pour les femmes? Est-ce que les indicateurs, est-ce qu'on a des indicateurs déjà déterminés pour voir si ça nous permet de réduire les écarts, d'avancer vers l'égalité? La mise en œuvre, déterminer des stratégies et s'assurer qu'il y a les ressources nécessaires pour les hommes et pour les femmes. Et ça veut dire des fois des services de garde, des organisations différentes pour s'assurer d'une réelle participation des femmes, changer les horaires de nos rencontres, par exemple. Et est-ce que c'est équitable et est-ce que ça permet vraiment de faire en sorte... Et quand on s'aperçoit que il y a des écarts un peu, quelles sont nos mesures? Est-ce qu'on a des temps d'arrêt pour faire le redressement nécessaire? Le suivi et l'évaluation, on s'assure que les activités tiennent compte des différences. Est-ce que les impacts ont été les mêmes? Est-ce qu'on a atteint de la même façon? Est-ce que l'initiative a contribué ou pas? Donc, de mettre l'idée de l'égalité au cœur des initiatives, c'était l'utopie de l'analyse différenciée selon les sexes. On se disait aussi que dans une analyse différenciée selon les sexes, on doit communiquer. En fait, on doit mettre dans le coup les acteurs. Donc, communiquer les impacts souhaités chercher chez les hommes et chez les femmes et amener les gens à y contribuer. Des outils de communication on va s'assurer qu'on rejoint les hommes et qu'on rejoint les femmes, qu'on cible nos messages, éventuellement faire des messages différents pour s'assurer que ça soit bien porté et qu'on utilise un langage qui nous permet de se sentir incluses, donc de sentir que les femmes ont leur place. Consulter les hommes et les femmes sur les possibilités, donc c'est aussi une façon, la consultation, c'est aussi une façon de mettre dans le coup les personnes, bien documenter les situations pour les hommes et pour les femmes, chercher des contributions des experts. Tantôt, on parlait de l'importance du trium
dans la loi sur l'équité. Moi, je pense que des experts comme Hélène Gosselin, comme d'autres, sont des alliés fondamentaux pour nous permettre de documenter et d'être solides, parce on doit, on peut le déplorer, mais je pense qu'on doit le constater, on doit démontrer que c'est pertinent pour les raisons qui est évoquées déjà. Une bonne partie des gens considèrent que l'égalité est déjà atteinte. Puis je dirais en plus que dans nos milieux qui ont, là je vais dire un gros mot, ben, il y a eu des bombes lancées, qui ont la prétention d'être progressistes. On a de la difficulté à admettre qu'on ne l'est pas. Donc là-dessus, c'est important d'être solide quand on arrive sur ces questions-là, si on veut convaincre nos collègues, puis faire avancer en rang solidaire pour faire avancer l'égalité. On a identifié des conditions de réussite de l'utilisation qui évitent des dérives qu'on a pu voir. La première, c'est une culture organisationnelle qui est habituée à intégrer l'ADS. Au moment, en 1995, au gouvernement du Québec, il y avait vraiment une volonté. On essayait. Il y avait des maladresses, mais il y avait des projets pilotes, on y travaillait, il y avait des liens entre le personnel du secrétariat, les fonctionnaires. Il y avait des fonctionnaires dédiés à la question de la condition féminine dans chacune des... Ça faisait partie de la politique en égalité. En fait, maintenant, ils sont toujours là, mais ils n'ont plus juste un dossier, ils en ont 2, ils en ont 3, ils en ont 4, ce qui fait que ça dilue la portée et l'importance de ces postes-là. Mais il y avait une espèce de momentum où on travaillait tout le monde ensemble. Ces dernières années, il y a eu une tendance à mettre ça plus comme un côté technique. Et ça, je pense qu'on fait des gains parce que ça rentre dans les mentalités. Mais si on n'est pas vigilant, puis je reviens à ce que tu viens de nous dire, c'est qu'il faut s'allier avec des chercheurs qui vont nous aider à garder le cap parce que c'est dangereux. Donc, la culture doit se développer dans les organisations. Des personnes qui assurent le suivi, que ces personnes-là, idéalement, soient en lien avec les pouvoirs décisionnels. Parce qu'on s'aperçoit, dans certains ministères, il y avait un bel exemple d'un des projets pilotes, c'était sur les personnes âgées et les proches aidants. Et il y avait eu une super, c'était un homme d'ailleurs qui travaillait, c'était un chercheur à l'interne du ministère de la Santé et des Services sociaux qui avait fait un super travail d'analyse différenciée selon les sexes. Et au moment où il a fait son rapport, c'est devenu pas intégré dans le rapport demandé, mais comme une annexe. Savez-vous pourquoi? Money, money, money. Parce que si on le prenait au sérieux, son annexe, elle aurait coûté cher. Elle aurait coûté très cher parce que si on prend au sérieux, un coup qu'on sait qu'il y a des inégalités, un coup qu'on sait que les femmes sont discriminées, un coup qu'on sait qu'elles payent le prix, si on veut être juste et équitable, ça coûte de l'argent. Et donc, c'est bien mieux de le mettre en annexe, puis finalement, la deuxième fois où on photocopie, on oublie l'annexe. Puis finalement, ce rapport-là a disparu. Donc là-dessus, il y a des poignées, puis là, peut-être qu'on pourrait développer des alliances collectives à se garder une mémoire de ce matériel-là, faire en sorte que ça circule un peu plus. D'autres choses, le recrutement d'un personnel qui est sensible. Accès à des données ventilées, des vraies données ventilées, les améliorer, les pousser. Accès à des connaissances, ben, c'est d'être jumelé en lien avec des chercheurs notamment qui sont capables de nous alimenter. Avoir de la formation dans les organisations. Et moi, je dirais avoir de la formation pas comme étant une obligation plate. Bon, ça, encore les affaires de bonne femme, c'est le temps, bon, j'ai 3 heures à passer, puis pendant tout le temps, je texte, ou bon. Mais faire en sorte que cette formation-là soit présentée comme étant un plus pour faire du travail intéressant. Faire une analyse différenciée selon les sexes, c'est aussi apporter des réponses plus justes aux situations. C'est mieux connaître les réalités pour les hommes et pour les femmes. C'est faire en sorte qu'on soit capable d'être proposant différemment. Et ça, je pense que ça peut être stimulant.
Et il faut avoir une adhésion des dirigeants et des politiques. Parce qu'on l'a vu, il y a des textes. Je fouillais pour me préparer en 97. Le ministère des Affaires indiennes et du Nord de l'époque s'est donné une politique de prise en compte de l'analyse comparative selon les sexes au ministère des Affaires indiennes. Et jamais s'est ressorti la question des femmes enlevées et assassinées, comme s'il n'y avait pas de lien. C'est une très belle politique et pas d'application. Et ça, je pense, c'est notre rôle, à vous comme syndiqués, à vous comme comité de conditions féminines, mais à nous comme mouvement des femmes et conjointement, de dire, soyez cohérents, faites ce que vous avez dit que vous feriez. Et on a des moments clés. À tous les 5 ans, il y a une évaluation. Nos États doivent rendre compte à l'ONU de l'avancement. Et ça, habituellement, ça développe des vocations. Ils ont tendance, quand ils vont se promener à New York, à avoir besoin de montrer qu'ils font des avancées. Donc, peut-être qu'on peut aussi utiliser ça. Mon Dieu, 2 minutes. Des écueils possibles. L'apparence de neutralité, on l'a évoqué, l'analyse différenciée selon les sexes ne doit pas nier les différences systémiques, les écarts systémiques, sinon c'est dangereux. Parce que on le voit, le réflexe, c'est de se préoccuper des écarts que vivent les hommes. Et je ne dis pas que ça n'existe pas, mais on est dans des écarts systémiques et on est dans des problèmes personnels que vivent des individus. C'est 2 choses différentes et ça doit être traité de façon différente. Un des enjeux aussi, c'est qu'il y a des risques de renforcer les stéréotypes. J'ai travaillé avec un groupe d'intervenants jeunesse qui me disait « les filles sont plus violentes que les gars ». Ils travaillaient avec des délinquants gars-filles. Les filles sont plus violentes que les gars, sont plus agressives, sont plus bitch. Et là, sont plus fâchés. Peut-être, mais finalement, quand ils essaient de leur faire parler, en quoi c'est si différent les garçons et les filles? Il n'y en avait pas de différence. La grosse différence, c'est que dans leur représentation d'une fille, c'est calme, c'est fin, c'est doux, donc ça heurtait leur... Et là, elles devenaient plus violentes ou plus agressives quand, en fait, elles l'étaient pas plus que les garçons et elles étaient beaucoup moins nombreuses. Mais c'était plus choquant parce que ça heurtait la représentation stéréotypée qu'on a des femmes. Donc là-dessus, il faut toujours se méfier. Les stéréotypes nous rattrapent tellement rapidement. Donc, ne signifie pas... oui, il faut se méfier de la symétrie. Hein? Les masculinistes utilisent beaucoup cette stratégie-là. Des collègues de données ventilées, c'est pas de l'ADS, c'est une des étapes, c'est pas suffisant. Il faut se méfier à certains moments de notre propre perception, mais ça, je dirais que c'est le cas en toute démarche de recherche. Il faut toujours se méfier de savoir d'où on part nous-mêmes. La capacité d'aller au-delà de nos idées préconçues, se poser des bonnes questions, être ouvert et ouverte à entendre les réponses. C'est pour ça que j'insistais tantôt sur le monde syndical. Souvent, c'est difficile de dire qu'on a du travail à faire quand on est nous-mêmes des organisations qui sont sur un plan de lutte. C'est vrai que l'ennemi n'est pas à l'intérieur, mais à un moment donné, c'est bien d'être aussi cohérent dans nos propres organisations. Et une capacité de dépasser les principes et des attitudes combinées à celles d'un milieu, puis tenir compte de toutes les options possibles. Il y a des défis actuellement qui y ont été nommés. L'égalité, les inégalités et les situations entre les femmes elles-mêmes. Donc, il faut pas que l'ADS soit un outil pour niveler et cacher et nier des réalités particulières. Il faut réfléchir, travailler
aux inégalités entre les femmes. Tous les questionnements qu'on vit actuellement sur les identités de genre, ça nous pose des questions sur cette différenciation et donc on aura à pousser cette analyse-là et vous le faites d'une certaine façon en questionnant la distribution des toilettes hommes-femmes ici, en occupant le territoire, en disant, bon, il y a peut-être moyen de travailler très différemment pour faire en sorte que les particularités des femmes, des hommes, mais aussi des personnes qui ne se retrouvent pas dans la binarité, se retrouvent inclus dans nos préoccupations et nos propositions. Et vous l'avez amplement nommé, l'égalité est déjà atteinte. C'est la bataille de base. Elle n'est pas atteinte, on le sait, vous le savez, c'est notre terrain de bataille à toutes. Dernière chose. Vous l'avez nommé, puis en fait, j'utilise ma tribune. Il y a la division sexuelle du travail qui est tellement importante encore. Le marché du travail au Québec est ségrégué. Il y a des métiers de femmes, il y a des métiers d'hommes, il y a des métiers de femmes immigrantes, il y a des métiers de femmes racisées. On devrait travailler ensemble là-dessus. C'est une source d'inégalité, c'est une source d'écart et c'est une source de discrimination épouvantable. Et si nous, ici, on n'en prend pas compte parce que vous êtes les mieux placés pour faire avancer cette question-là, il me semble qu'il y a des gains énormes à faire pour toutes les femmes. Merci. Merci beaucoup. Wouhou. Merci beaucoup.